Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler FTP. Donc, est-ce que FTP est un bon ou un mauvais concept? Eh bien, on va voir ça ensemble. FTP, c'est un concept qui est vieux, qui est toujours très utilisé, qui est remis en question. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que c'est un bon concept? Est-ce que c'est toujours bien utilisé? On va en parler. Alors déjà, première chose à comprendre, c'est l'historique de FTP. Donc, FTP, ça date des débuts des capteurs de puissance. Donc en 2003-2004, Kogan il a formalisé ce concept de FTP. Donc Kogan, c'est la personne que vous voyez en photo ici à gauche. Il l'a formalisé comme la meilleure estimation pratique de la puissance au seuil lactique. Donc dans ces années-là, c'est vraiment le tout début des capteurs de puissance, hein. C'est pas populaire comme maintenant où on a des vélos qui sont montés d'origine avec des capteurs. Voilà, c'est quand même très rare, c'est très onéreux, ça touche très peu de gens à cette époque-là. Mais déjà, en fait, ce modèle de FTP, il est imaginé pour créer une estimation pratique, j'insiste sur pratique, on va le comprendre après, de la puissance au seuil lactique. Donc en parallèle, il a créé, donc Kogan, ce système des zones basées sur FTP, donc de 6 ou 7 zones. Donc ici, vous avez le modèle à 6 zones, il y a aussi le modèle à 7, en fait, qui ajoute une zone dite neuromusculaire pour les efforts inférieurs à 15-20 secondes. Donc en fait, pour l'époque, c'est une révolution parce que on passe d'un modèle uniquement basé sur la fréquence cardiaque à un modèle basé sur la puissance avec des zones et quelque chose vraiment de beaucoup plus objectif en termes d'efforts externes. Ok. Donc avec l'ingénieur donc Hunter Allen, ils ont popularisé donc, dans leur livre l'entraînement et la course avec un capteur de puissance qui est sorti en 2006. Donc là, pareil, on est vraiment sur les débuts des capteurs de puissance et c'est devenu un peu la bible des entraîneurs qui travaillent avec la puissance. Et objectivement, moi j'ai relu ce livre il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'a fait créer cette vidéo. Il est super. C'est-à-dire que même aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, quasiment tout y est. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des choses qui sont peut-être un peu plus précises, on peut faire un petit peu mieux, mais déjà en 2006, ça parle de puissance critique. Donc quand on en parle aujourd'hui comme puissance critique, un peu une forme de révolution, ils en parlaient déjà en 2006 dans ce livre-là. Donc c'est pas du tout nouveau, c'est des concepts qui datent, qui sont déjà utilisés. Mais le seul problème, c'est que entre un concept qui est popularisé via un livre et le moment où il est utilisé, bien utilisé, en fait, on va avoir une forme de dispersion. Ça veut dire que le modèle est mis en place, il va falloir le comprendre, ce modèle-là, il va falloir bien l'appliquer, et ensuite il va falloir le populariser. Et le problème, c'est que entre cette première phase et la dernière, on va avoir la dispersion, c'est-à-dire que on a un modèle qui est bien, les gens vont peut-être mal l'utiliser, mal le comprendre, et à la fin, ça fait un modèle qui est peut-être mal utilisé, alors qu'à la base, il est très bon. Ok. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de parler un peu de tout ça, et de vous montrer, voilà, enfin, de voir ensemble, est-ce que FTP, c'est un bon ou un mauvais concept finalement. Donc FTP, pour Functional Threshold Power, donc l'objectif de FTP, c'est d'obtenir la puissance qu'on est capable de tenir 60 minutes. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on est capable de tenir en termes de puissance de watts pendant 1 heure. L'objectif de FTP, c'est de standardiser, de créer un modèle pratique et accessible. Ok. L'avantage de FTP, c'est que vous avez besoin d'un capteur de puissance, et puis c'est tout. Ça veut dire que n'importe quelle personne avec son vélo et son capteur de puissance est capable d'avoir un test, d'avoir des zones et quelque chose d'assez précis. Et ça, c'est vraiment super, parce qu'on peut effectivement dire oui, mais le test de seuil lactique ou le test de consommation d'oxygène, des échanges gazeux est plus précis. Oui, mais l'idée d'un bon test, c'est qu'il soit accessible facilement, qu'il soit reproductible, utilisable sur le terrain et que les gens puissent se l'approprier et le faire plusieurs fois dans l'année. Si vous faites un excellent test, mais qui est fait en labo, qui n'est pas sur votre vélo, qui vous coûte cher, que vous ne pouvez pas le faire souvent, en fait ce test-là, oui, il est très précis, oui, peut-être vous avez peut-être un petit pourcentage de précision en plus, mais déjà vous pouvez avoir plein de biais. S'il est fait en labo, ben, vous ne pouvez pas utiliser les données issues d'un labo en extérieur parce que euh, c'est comme passer du home trainer à l'extérieur, vous n'avez pas les mêmes zones exactement, et ça va être la même chose. Donc, finalement, est-ce qu'un bon test, c'est le test le plus précis, ou est-ce qu'un bon test, c'est un test qui est standard, pratique, accessible et répétable? Bah, la question se pose, ok. Donc Kogan, il a voulu créer une méthode de terrain reproductible avec juste un capteur de puissance pour faire une estimation du seuil, de la puissance au seuil lactique, ok. Donc, ce qu'il dit dans son livre, donc là je cite, peu d'athlètes ont accès à des tests réguliers de lactate, et même ceux qui le font dépendent de la capacité de la personne qui administre le test à concevoir un protocole adapté et à interpréter correctement les résultats. C'est en réalité plus difficile qu'il n'y paraît, et les données obtenues sont rarement plus précises ou fiables que celles issues de tests de terrain simples.
puisque le meilleur prédicteur de performance reste la performance elle-même. Et là où je rejoins beaucoup ce point-là, c'est que oui, l'utilisation par exemple des seuils de lactate, c'est quelque chose de très pertinent. Ça apporte beaucoup de choses à l'entraînement, mais attention, ça coûte cher. Il faut savoir faire les protocoles, et ça c'est très rarement bien fait. Le simple fait d'utiliser des intervalles trop courts, par exemple des 4 minutes, eh ben, ça fausse totalement votre donnée puisque vous ne laissez pas le temps au lactate de monter et de potentiellement se stabiliser. Où est-ce que vous faites le test? Vous le faites en intérieur, ben, vous avez des valeurs qui valent pour l'intérieur, mais pas pour l'extérieur. Donc finalement, oui, le lactate, les seuils lactiques, l'utilisation de l'analyseur de lactate est très pertinent. Moi, je suis le premier à l'utiliser, mais c'est dans des cas très précis. Ok, ça ne correspond pas à la majorité de la population. Ça ne suffit pas à révolutionner l'entraînement. Ok, c'est quelque chose qui est destiné à certaines personnes dans un contexte bien précis et une compréhension de la physiologie qui est poussée. Ok, c'est pas accessible à tout le monde. Donc oui, c'est très bien. Non, c'est pas pour tout le monde et c'est difficilement, c'est difficile à standardiser. Ok, pour la plupart des gens, voilà, comme il le dit, le meilleur prédicteur de performance, ça reste la performance elle-même. Ben, c'est bien d'avoir un test qui reflète ce qu'on est capable de faire. Ok, donc parce qu'on va voir le problème des seuils lactiques, hein. Donc moi j'aime bien, vous m'avez souvent vu parler de lactate et de tests de lactate. Je suis le premier défenseur du modèle puisque j'utilise beaucoup, surtout avec mes athlètes qui sont élites. Mais je sais aussi trouver la limite du modèle et vous donner aussi les contre-arguments, le pourquoi c'est pas fait pour tout le monde. Ok, donc même si les tests de lactate sanguin ont un rôle à jouer dans la préparation et l'entraînement des cyclistes, pour la pratique courante, il est bien plus pragmatique d'utiliser un capteur de puissance pour déterminer la puissance au seuil fonctionnel. Donc là, je le rejoins assez. Pourquoi? Parce que pour, euh, pour donner des cibles, des puissances, pour prescrire un entraînement, souvent un test maximal est bien plus pertinent que des valeurs de lactate. Ok, les valeurs de lactate vont être intéressantes quand on cible des zones à l'entraînement, quand on cible des états entre guillemets physiologiques, quand on veut se baser plutôt sur des marqueurs internes plutôt que externes. Mais voilà, comme je le disais, c'est un modèle qui est plus complexe, qui ne correspond pas à tout le monde. Oui, moi je le défends, oui, je l'utilise, mais je ne le conseille pas pour tout le monde et je ne l'utilise pas pour tout le monde. Ok, tout dépend toujours du contexte. Donc, pour revenir un petit peu sur les seuils c'est quoi? C'est pour le premier seuil, c'est la première élévation du lactate sanguin. Ok, donc c'est-à-dire que ici par exemple, l'athlète il est à 125, 150, 175, 200 watts. Le lactate est à sa baseline, donc il n'y a pas d'élévation de lactate sanguin. On produit plus de lactate, mais on en utilise plus, et donc au niveau sanguin, on est sur les mêmes valeurs. Par contre, il arrive un moment où on a une élévation du lactate sanguin, on en produit plus, mais on n'est pas capable de tout utiliser dans un premier temps, tout de suite. Donc on a une petite élévation au niveau du lactate sanguin, et ça on le définit comme le premier seuil. Ensuite, le second seuil, ou MLSS, pour Maximal Lactate Steady State, donc l'état maximal de stabilité du lactate, et bien là, on va plutôt regarder une courbe de lactate, mais dans la durée. C'est-à-dire qu'on reste à une même intensité. Ok, admettons, ici on voit donc point noir 15 km/h, notre athlète il est en bas. On voit que dans le temps, pendant 30 minutes, les valeurs de lactate restent stables. Ok, ensuite, il passe à 15,5 km/h, point blanc entouré. Pareil, on a une stabilité relative. Par contre, quand il passe à 16 km/h, on voit qu'il perd la stabilité, le lactate s'élève progressivement. Ok, donc là, on estime qu'on a dépassé MLSS, donc le second seuil de lactate. Le problème de ce modèle-là, c'est que, comme je vous le disais, moi je l'utilise. J'utilise ces valeurs-là pour certains athlètes. Ok, mais le problème, c'est pour monsieur et madame tout le monde, c'est très difficile à déterminer. Les protocoles de test sont pas faciles. Ok, c'est plus destiné à des gens qui s'intéressent beaucoup à la physiologie, qui s'intéressent beaucoup à l'entraînement, qui veulent pousser la chose, qui veulent y passer du temps, qui ont des connaissances en termes de physiologie ou un coach qui les aide vraiment pour placer ces tests-là, mais ça ne correspond clairement pas à tout le monde. Ok, en tout cas, ça serait illusoire de penser que tout le monde devrait acheter un analyseur de lactate et se baser sur sur les seuils lactiques pour planifier son entraînement. Ok, donc, le problème des seuils également, c'est que on ne connaît pas le temps de soutien ou le temps limite qu'on peut maintenir à ces seuils-là. C'est-à-dire que on a notre premier seuil, donc on a un état physiologique. Ok, on arrive à déduire des choses du coup qui se passent à l'intérieur, par exemple sur la consommation, l'utilisation des différents substrats. On arrive à déduire des choses, mais ça ne nous dit pas, quand on a le premier seuil, on ne peut pas dire, ok, à telle puissance, je peux tenir tant de temps. Ok, et c'est valable pour le premier et le second seuil. On voit un état physiologique, mais on n'a pas de temps. Ok, donc les seuils ne sont pas associés à un temps limite précis. Donc plutôt que de chercher des seuils et de prescrire des séances avec les seuils,
pour la plupart des gens, c'est beaucoup mieux de déterminer un temps limite, quelle puissance je suis capable de tenir pendant 60 minutes, et à partir de ça, je vais pouvoir créer des zones et créer des intervalles. Ok, ça, pour 99% des gens, eh ben, c'est beaucoup mieux, et ça sera plus précis, et 100 fois mieux qu'un mauvais test. Ok. Un test de labo avec des intervalles trop courts, qui n'est pas fait sur votre vélo, tout ça, en fait, il y a tellement de biais dans ce test-là que en fait, ça va être quasiment inutilisable pour la majorité des gens. Donc, vaut mieux un test FTP bien fait ou un test de puissance critique bien fait, on y reviendra après, plutôt qu'un mauvais test, entre guillemets, physiologique. Ok, donc maintenant, quels sont les tests pour déterminer FTP? On a vu, bah, FTP finalement, ça peut être intéressant. Donc on arrive, mais comment maintenant, la problématique de FTP, ce sont les tests. Donc quels sont les tests existants? Alors, premier test qui existe, c'est bah, le test de 60 minutes. C'est-à-dire que on prend notre vélo, notre capteur de puissance, on fait 1 heure à fond, et puis bah là, voilà, on a notre puissance 1 heure. Hein, c'est simple, efficace. Le problème, c'est que c'est trop difficile. Ok, faire 1 heure à fond tout seul, il faut trouver une route qui le permet de le faire, ou un col potentiellement, mais un col de 60 minutes, tout le monde n'a pas accès. Une ligne droite de 60 minutes, tout le monde n'a pas accès. Et, et psychologiquement, c'est trop difficile. Ok, c'est vraiment un test où voilà, on va tout mettre. Il faut être dans un bon jour. Clairement, c'est trop difficile à mettre en place. Ensuite, on a le second test que vous connaissez sûrement tous, c'est le test de 20 minutes. On fait un 20 minutes à fond, on retire 5%, on multiplie par 0,95 et on a FTP. Sauf que le protocole initial, c'est pas ça. C'est le protocole qu'on utilise quasiment tout le temps, que beaucoup de personnes utilisent, que beaucoup de plateformes utilisent, sauf que c'est pas le protocole initial. Le protocole initial, donc celui popularisé par Kogan dans son livre en 2006, il consiste à faire un 5 minutes à fond, une période de récupération, puis le 20 minutes à fond. Donc ça change tout, hein, parce que quand on a fait un 5 minutes à fond avant, on n'a pas du tout la même capacité sur le 20 minutes qui suit. Lui, il argumente ce protocole en disant que réaliser ce premier effort de 5 minutes, ça aide à éliminer la fraîcheur initiale qui est toujours en début de sortie. Ensuite, quand on entame l'effort principal, on produit une puissance plus représentative de FTP. Sur le principe, c'est OK. Le problème, c'est qu'on a une grosse variabilité individuelle. Pourquoi? Parce qu'un athlète débutant, une fois qu'il aura fait un 5 minutes à fond et qu'il va repartir sur le 20, il y a des chances qu'il soit complètement explosé et qu'il ne réussisse pas à produire un véritable effort sur le 20 minutes. Tandis que la dette avancée, oui, peut-être ça va marcher, mais du coup, on met d'autres facteurs en jeu, c'est-à-dire qu'on met le facteur durabilité, comment on est capable de pousser après un 5 minutes à fond, qu'est-ce que ça nous a fait physiologiquement. Donc, la base est bonne, ok. Le problème, c'est qu'on a trop de variabilité individuelle et je trouve que ce protocole n'est pas, voilà, pourquoi pas, mais il est pas, aujourd'hui, il y a moins de faire mieux et on le verra après. Ensuite, on a le test de 2 fois 8 minutes. Ça, c'est des tests qui sont venus après pour faciliter, pareil, le 20 minutes, puisque 20 minutes, c'était trop dur. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme plus facile? Ben, on peut faire 2 fois 8. Donc, on fait 2 fois 8 minutes à fond et on retire 10% sur la moyenne des 8 minutes pour avoir FTP. Pareil, globalement, ça va quasiment tout le temps surestimer et il va y avoir une variabilité individuelle. Bref, ça sera pour moi pas assez précis. Ensuite, donc là, on a encore facilité le truc. On s'est dit, OK, les tests maximaux sur une durée donnée, c'est trop dur. On va faire un ramp test. OK, donc ça, c'est ce qu'on peut trouver sur Zwift, sur TrainerRoad aussi, il me semble. L'idée, c'est que on commence à une certaine puissance, on monte toutes les minutes de la puissance, et on prend le dernier palier, on le multiplie par 0,75 pour avoir FTP. Alors le problème de ça, c'est que pareil, on va avoir une variabilité individuelle qui est hyper importante, et certains athlètes vont pouvoir vraiment tricher. Je m'explique. Pour deux athlètes qui ont une même vitesse VO2 max ou puissance VO2 max, donc ici on a deux exemples avec deux athlètes qui ont tous deux 18 km/h de vitesse VO2 max, tous deux ont ce qu'ils appellent une anaerobic speed reserve, donc une réserve de vitesse ou de puissance grâce au système aérobie ou glycolytique qui va être différente. C'est-à-dire que pour l'un va avoir une réserve qui va monter jusqu'à 21 km/h avec une, une vitesse maximale à 29, l'autre à 32. Donc en fait, on voit qu'au-dessus de VO2 max, donc des capacités oxydatives ou aérobies, bah, il se passe d'autres choses. Et le problème, c'est qu'avec un ramp test et des efforts qui sont courts de 1 minute, bah, l'athlète qui a des grosses capacités glycolytiques, donc admettons l'athlète qui est ici, hein, qui est capable d'utiliser beaucoup plus son anaérobique, puissance réserve ou speed réserve, et ben en fait peut-être ces 2 dernières minutes ou sa dernière minute, il va pouvoir les faire plus avec ses capacités glycolytiques
et du coup, ben, il va surestimer son test. Donc il y a encore un problème avec ce test-là. Ok. Donc, bilan des tests, on y revient toujours au même. FTP, le concept, il est top. Avoir la puissance 60 minutes, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est comment on la détermine ou comment on fait pour bien déterminer. Donc, le concept est intéressant, les tests sont problématiques. Donc, si on veut utiliser le concept de FTP et partir sur une base de temps limite 60 minutes, en fait, ce qui est le plus important, bah, c'est de bien définir cette valeur 60 minutes. Ok. D'avoir une bonne valeur qui est précise, aller à 1 à 3% près, mais qui est représentative de nos capacités. Intervient maintenant la notion de power law. Donc power law, ça vient, donc c'est un test, donc on va voir après, je vais vous montrer comment l'utiliser, je vous donnerai même un petit tableur que vous pourrez télécharger. Donc l'idée de base, plus un effort est court, plus on peut produire une puissance élevée. Donc, on est d'accord là-dessus. Si on fait un test maximal de 20 minutes, on est capable de produire une certaine puissance. Si on passe à 5 minutes, on en produit plus. Ok, jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Plus l'effort est long, plus la puissance doit baisser pour être soutenable. Mais cette relation, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si on fait un axe de temps et un axe de puissance, votre baisse de puissance, elle est pas, c'est pas ça ne forme pas une ligne droite comme ça. Ok, ça va faire une courbe comme ça. Ok, on va avoir une forte baisse, puis qui va venir s'aplanir un peu plus. Donc, cette relation, elle n'est pas linéaire, elle suit une courbe donc on appelle en loi de puissance. Donc, mathématiquement, on l'exprime donc, sous forme d'un calcul. Donc, P, ça représente la puissance moyenne soutenable, A, la constante qui dépend de l'athlète, donc sa capacité maximale, et la pente, donc plus le temps augmente, plus la puissance diminue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette constante A, elle va être liée donc, au niveau de puissance maximale de l'athlète. Plus il est puissant, plus cette valeur est élevée. Ensuite, on a l'exposant, donc B, la pente négative, qui va décrire la pente de la courbe, donc la capacité à maintenir un effort dans le temps. Donc un athlète endurant, il va avoir un B plus plat, c'est-à-dire qu'il aura moins de capacité sur les efforts courts, mais sa courbe va moins baisser. Un athlète plus explosif, plus puissant, il va avoir un B plus raide, donc il va être très fort sur les hautes intensités, mais ça va vite chuter. Ok. Et donc la power law, elle va prendre, dans son calcul, elle va prendre ce facteur-là. Donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, on vient bien prendre en compte le profil de l'athlète pour déterminer ce qu'il va être pouvoir de tenir ce qui va être capable de tenir dans la durée. Donc pour ça, je vous ai mis un petit tableau. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça c'est très connu. Ok, donc un tableau de power law. Donc l'idée de ce tableau-là, c'est qu'on peut venir entrer deux valeurs. Donc là, je vous ai mis l'idéal pour avoir une bonne estimation de la puissance 1 heure, donc de FTP, c'est de faire un test 5 et 20 minutes. Ok, vous pouvez aussi faire un 3 et un 12 minutes, mais ça va être un peu moins précis. Disons que si vous avez une valeur de 20 minutes, ça vous permet d'avoir une valeur un peu plus élevée, et je trouve que ça donne quelque chose de plus précis. Donc dans le tableau, en fait c'est assez simple, vous allez faire peut-être le lundi votre test 5 minutes à 100%, et le jeudi ou le vendredi votre test 20 minutes, pour avoir deux tests faits dans de bonnes dispositions et deux tests maximaux. Et grâce à ces deux tests-là et le concept de Power Law, vous allez prendre en compte voilà, la perte de puissance que vous allez avoir entre un effort court et un effort plus long, et donc pouvoir définir par la suite une puissance 1 heure et même une estimation de tout un panel de durée, enfin sur tout un panel de durée, vos capacités. Donc là, en fait, on va avoir quelque chose de plus précis. Bien sûr, on n'aura jamais la précision à 100% parce que votre capacité 60 minutes, elle va dépendre du jour, elle va dépendre de plein d'autres choses, mais vous aurez, de mon point de vue, la puissance 1 heure la plus précise. Ok. Donc là, vous rentrez vos deux données. Donc là, je vous ai mis des données exemples. Donc 5 minutes à 450 watts, 20 minutes à 386. Ça donne une puissance critique à 365. Donc si comme moi, vous utilisez cette notion de puissance critique et des pourcentages pour créer des zones, et ben vous avez la valeur puissance critique. Ok. Et après, si vous voulez utiliser le modèle de FTP, ben vous avez la puissance 1 heure et vous pouvez créer vos zones à partir de ça. Mais au moins, vous avez une puissance 1 heure qui est représentative de vos véritables capacités. Et c'est ça qui est plus important. Le concept de FTP, il est bien. La problématique, c'est le test. Donc là, vous avez une véritable capacité. Si j'avais utilisé mon test 20 minutes, donc admettons, je prends 386. Tac. Alors, tac. Donc si je prends 386, tac. Donc si je fais le test que quasiment tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on prend le test 20 minutes et on retire 5%. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 366 watts. Ok. Donc ça estime que je suis capable sur 1 heure de tenir 366 watts. Et pourtant, la vérité, c'est 342 watts. Si on prend notre relation temps-puissance. Donc on voit bien que le test de FTP
où on prend juste 20 minutes et on applique un coefficient, on le sait, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Mais c'est pas pour autant que FTP c'est pas bien, c'est juste le test qui n'est pas bon. Donc utilisez plutôt ce concept de power law. Prenez votre valeur 1 heure et l'avantage c'est que vous avez aussi eh bien, toutes vos estimations sur différentes durées. Bien sûr, plus on arrive dans des durées importantes et plus le facteur durabilité va entrer en jeu et potentiellement notre précision va baisser, mais ça nous donne quand même des estimations. Et on voit que par exemple, le simple fait, si on garde le même 5 minutes et qu'on vient gagner 10 watts sur notre 20 minutes, donc on passe à 396, et ben on voit que notre relation temps-puissance, elle s'est globalement améliorée en faveur de l'endurance. Tout de suite, on gagne beaucoup sur notre puissance 1 heure et sur toutes les autres puissances. Donc, ça nous permet d'avoir plus de précision. Ok. Voilà pour ça. La deuxième chose que vous avez, c'est un facteur de perte de puissance quand la durée elle double. Et ça permet d'estimer un peu le profil. Donc moi j'ai créé un tableau qui n'engage que moi. C'est moi qui l'ai un peu créé en fonction de ce que j'ai remarqué un peu sur le terrain et des différentes données qu'on peut trouver. Donc si vous êtes supérieur à 12% sur ce profil-là, vous avez un profil puissant. Donc admettons que vous êtes capable de faire 5 minutes à 450, mais sur 20 minutes, vous faites plus que 330 watts. Ce qu'on peut trouver par exemple, c'est un chien cycliste très puncher, très bon sur 5 minutes, mais très peu sur plus long. Bah là, on passe à 14%, donc clairement, l'athlète, il a un profil dit puissant. Par contre, si on est à 386 comme on a vu précédemment, bah là, on est dans un profil endurant parce que clairement, on a peu de différence entre 5 et 20 minutes. Ça, c'est un profil qu'on essaye de retrouver chez un triathlète. Ok. Et ça, donc, le profil que je vous ai mis, c'est mon profil donc à moi, ce sont mes valeurs. Et ce sont des valeurs que j'ai aujourd'hui parce que ça fait peut-être ça fait 8 ans que j'entraîne mon profil en direction du triathlon de longue distance. Donc peu de haute intensité, beaucoup de sweet spot, de seuil de premier seuil, donc vraiment pour améliorer mes capacités sur les longues durées et avoir un profil le plus endurant possible. Et donc forcément, en faisant ça, on optimise son profil. Donc ça permet de donner plein d'informations. Bref, on revient à notre concept de FTP. Donc pour conclure, finalement, est-ce que FTP est un mauvais modèle? C'est un mauvais modèle si le test est mauvais. Si le test est bon, c'est un modèle qui est accessible à tout le monde, qui donne un modèle intéressant, répétable, standard, pratique, accessible, bref, qui correspond à une majorité de personnes. Est-ce que c'est supérieur à, au concept de seuil? Non, pour moi c'est complémentaire. Pour moi, dans l'idée, quand j'ai un athlète élite et que je veux vraiment avoir quelque chose de complet, j'ai sa valeur de FTP que soit j'estime par des tests, soit par un historique de ses performances. Par exemple, en athlétisme, l'avantage c'est que on n'a pas forcément besoin de faire des tests. Si votre athlète il a fait, admettons, un 1500, un 3000, un 10 km, vous avez déjà trois valeurs de test maximales. Vous l'entrez dans le concept de power law, donc avec la puissance si vous avez un stride, ou avec la vitesse, ou avec la vitesse, pardon, pour le concept de speed law. Donc ça c'est un autre modèle qui existe aussi. Et vous pouvez définir la vitesse ou la puissance 60 000. Bref, dans l'idée, l'un n'est pas mieux que l'autre. Disons que FTP est accessible à tout le monde. Les seuils permettent d'avoir une fenêtre sur la physiologie, mais seuil tout seul, je suis pas fan. FTP plus seuil idéal pour les élites. FTP seul idéal pour 99 voire 99,9% des gens qui s'entraînent. Vous ne ferez pas mieux nécessairement en ayant vos seuils lactiques. Ça, c'est réservé plutôt à des personnes qui ont plus de moyens dans leur entraînement, qui sont plus loin dans leur progression, chez qui on veut aller chercher d'autres détails, mais dans la plupart des cas, c'est pas forcément utile, malgré que je sois un utilisateur de ce modèle-là, que je défende ce modèle, que j'y trouve un réel intérêt. Je sais aussi reconnaître ses limites et je sais aussi définir pour quelle personne c'est intéressant et pour quelle personne ça ne l'est pas. Voilà pour FTP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement sur ces concepts techniques. Allez, salut!